Ramadan n'est pas le bienvenu à Bordeaux. J'ai toujours observé les déclarations de ce personnage qui sont, pour le moins qu'on puisse dire, ambiguës. Je n'ai pas entendu dans sa bouche une condamnation claire, nette et forte des auteurs des attentats qui se succèdent, hélas, les derniers en date, ceux de Bruxelles. Tariq Ramadan, déjà un mot sur ces attentats, cette vague d'attentats hier à Bruxelles, après Paris, après Madrid, après Londres, il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on est rentré une nouvelle fois dans une nouvelle ère de la terreur? Nous sommes dans la terreur et il faut la condamnation absolue, ferme, encore une fois définitive de tout ce qui se passe. Je voudrais avoir votre réaction sur l'incendie des locaux de Charlie Hebdo et surtout les menaces. Écoutez, elles sont claires. Les menaces, il faut les condamner. L'incendie, il faut le condamner. Toute atteinte à la liberté d'expression, il faut la condamner, sans condition. Donc ça, je le dis et je le répète. Non, je pense qu'il faut être clair sur les faits. À partir du moment où on doit se prononcer sur des faits, il faut être clair. Les faits, c'est qu'il y a eu des journalistes, des dessinateurs qui ont été tués. Et ça, c'est inacceptable. Quelles que soient les interprétations qu'on aurait par ailleurs. Il faut condamner. Hebdo, puisque c'est ça qui a provoqué la colère. Une condamnation absolue et sans condition, quelle que soit la personne ou le groupe de personnes qui a fait ça, c'est une condamnation. Ça ne se fait pas, ça ne se discute pas. Comment on peut expliquer autant de haine contre ce continent, notamment de la part de certains musulmans? Écoutez, d'abord, après la condamnation qu'il faut réitérer de nous tous, ses positions sur un certain nombre de sujets fondamentaux, sur la laïcité. Il n'y a pas une laïcité pour les Français de souche et une autre laïcité pour les Français moins de souche, un peu trop noirs, un peu trop arabes, un peu trop musulmans. Il faut appliquer la laïcité telle qu'elle est, je ne cesse de le répéter. En 92, j'avais demandé une laïcité ouverte, le vocabulaire qu'utilise aujourd'hui Sarkozy. Et ensuite, j'ai passé 5 ans à étudier avec les plus grands spécialistes, Bobero, Boussinesq, Poula, Lasnik de... Et puis, j'avais affaire à des idéologues de la laïcité. C'est là que j'ai commencé à l'étudier. J'ai commencé à l'étudier pendant une dizaine d'années. Et je me suis aperçu que la laïcité, dès le départ, c'est des tendances. C'est que vous avez des tendances qui comprennent bien. La laïcité, ça n'est pas l'anti-religion, c'est la régulation des religions. Et d'autres qui ont compris la laïcité idéologiquement, que la laïcité, ça voulait dire on ne veut pas de religion. La SNIC de l'enseignement en France, pour me rendre compte qu'en fait, on m'avait trompé. Les textes ne disent pas ce que certains idéologues de la laïcité, des laïcistes et des laïcards lui font dire. En fait, ils lui font dire quelque chose qu'elle ne dit pas, et ce qu'elle dit, ils ne le lui font plus dire. C'est-à-dire, ils la réduisent à quelque chose qui n'est pas la laïcité. En fait, la laïcité offre beaucoup plus d'amplitude. Elle permet effectivement, au nom de la séparation de l'Église et de l'État, à chacun de pouvoir vivre sa religion. D'ailleurs, cette formule de la laïcité sans religion, c'est celle qu'on connaît dans le monde majoritairement musulman, d'ailleurs, car parfois en arabe, on traduit la laïcité par el diniya, c'est-à-dire pas de religion du tout. Et donc je me suis aperçu qu'en fait c'était faux, il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Il y a une conception qui dit que l'État est neutre et permet l'expression religieuse tant que l'autorité de l'État n'est sous l'autorité d'aucun pouvoir religieux et qu'il n'y a pas de reconnaissance particulière d'un État. Et puis une autre conception qui est contre la religion. Et ce que je veux vous dire, moi, c'est que c'est pour ça notre discussion sur la laïcité, c'est qu'on ne négocie pas avec la culture française, on s'y soumet. D'abord, votre interprétation de votre propre histoire est sélective et partielle et partiale. Ce que vous dites de l'histoire de France, pas beaucoup de Français spécialistes et historiens ne seraient d'accord avec vous. C'est faux, je vous ai cité Brodel. Non, mais attendez, Brodel c'est la France, et Zemmour est son prophète, ça va pas ou quoi? Je dirais ce que c'est que ça. Ceux de Bruxelles, et ses positions sur un certain nombre de sujets fondamentaux, sur la laïcité, sur les hommes et les femmes, sont l'égalité. Un livre où vous consacrez tout un chapitre aux femmes, aux musulmanes, et je vous cite Tariq Ramadan. Dans de nombreuses familles, on décide parfois tout pour elles. Certaines se voient imposer le port du foulard, d'autres sont privées de l'accès aux études et au travail. Mariées, elles sont nombreuses à subir des traitements indignes et inhumains. La négligence, les insultes et la violence sont des réalités quotidiennes. Triste tableau, concluez-vous. Alors,
le constat est là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent? D'abord, commencer par ce constat. Parce que ce constat, il existe aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme dans les communautés musulmanes en Occident, ici, en France. Il y a un traitement de la question féminine et des femmes qui est absolument inacceptable. Est-ce que c'est aussi un de vos combats, l'égalité homme-femme, Tariq Ramadan? Oui, nous en parlons dans le livre et moi ça fait 30 ans que je dis plusieurs choses. D'abord dans mon univers de référence, l'islam. Je dis que l'islam en tant que tel n'a pas de problème avec les femmes, mais que les musulmans ont un problème avec les femmes, pour plein de raisons. D'abord, pour leur façon de lire les textes. Secondement, parce que la culture patriarcale de l'origine a eu un impact sur la lecture des textes. Et ce que je dis aux femmes, et aux hommes, d'abord, je dis que ce combat-là, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est les hommes et les femmes ensemble. Inacceptable du point de vue islamique et inacceptable du point de vue humain. En partant de ce constat-là, en ne se voilant pas la face, eh bien, commencer à se dire quelles sont les raisons. Premier élément sur lequel on ne peut pas ne pas s'arrêter, c'est qu'il y a des interprétations de l'islam qui sont des interprétations machistes, patriarcales, et qui lisent le texte de façon littérale. Celles-ci, il faut aujourd'hui les contester. C'est par exemple le voile intégral ? Le voile intégral, ou même la question du voile. La question du voile n'est pas ce par quoi on commence en islam. C'est la spiritualité, l'essentiel, c'est la prière, c'est le fait d'être avec Dieu, et ensuite porter le voile ou ne pas le porter, c'est une affaire qui concerne la conscience individuelle. On peut être une parfaite musulmane sans porter le voile. Bien sûr, très sincère, et c'est pour ça que je me suis opposé à des États qui imposaient le foulard, comme l'Arabie Saoudite. En tant que fille, mais pas en tant que femme, nous avons à développer un discours féminin. J'appelle les femmes à une lecture du Coran, à être engagées dans les sciences islamiques, à développer quelque chose qui doit être une présence sociale. Et je vais plus loin que le discours traditionnel qu'on a en islam, l'égalité devant Dieu et la complémentarité sociale. Je pense que ça ne peut pas être ceci, qu'il faut se battre. Et je suis pour le combat, par exemple, sur la question des salaires. Compétences égales, salaire égal, engagement égal dans la société. Sont pour le moins ambigus. Cela dit, un maire n'a pas la capacité d'interdire une conférence ou une manifestation dès lors qu'il n'y a pas de présomption forte de trouble à l'ordre public. Le préfet m'indique que ce n'est pas le cas. Les maires qui ont essayé de le faire se sont fait annuler par le tribunal administratif. Et d'autre part, la société qui gère pour le compte de la ville le Palais des Sports ne peut pas opposer un refus de vente, là aussi, à quelqu'un qui lui demande la location d'une salle. La jurisprudence, là aussi, est très claire et ça tombe sous le coup de la loi. Donc vous voyez que le maire n'a pas les moyens de s'y opposer. Je peux simplement souhaiter qu'il ne vienne pas, comme cela a été le cas de plusieurs responsables politiques de notre agglomération. Que la paix soit sur vous. Bonjour. Quelques petites réflexions autour de ce qui est en train de se passer. À nouveau, la polémique qui concerne mes conférences en France, où j'entends, par exemple, où je reçois une sorte de lettre ouverte de l'adjointe au maire de Bordeaux, Virginie Calmel, je crois, qui m'invite à ne pas venir à Bordeaux. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui étonnamment prend position en affirmant que je ne serais pas le bienvenu à Bordeaux eu égard à des propos qui sont des propos ambigus et qui ne seraient pas clairs sur la laïcité, sur le rapport homme-femme. C'est tout à fait décevant et c'est surtout deux choses que j'aimerais dire. La première, c'est qu'il y a une semaine de cela, le Front National a demandé à ce que je n'intervienne pas dans une salle privée et puis sont allés jusque devant la justice et la justice leur a donné tort en mettant en évidence que jamais de mes propos, d'abord je n'ai jamais été poursuivi en justice pour rien, c'est-à-dire que de tout ce que j'ai fait depuis 25 ans que je parle, il n'y a jamais eu de condamnation, même ce qu'on a essayé de dire sur mes propos antisémites n'ont pas tenu la route, eu égard au fait que d'abord je ne le suis pas et deux, que rien dans mes propos ne l'ont été ou non exprimé, ma position étant claire par rapport à la condamnation absolue de tous les racismes et de l'antisémitisme en particulier, mais en même temps c'était de dire que il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public. Ce qui a été également fait à Bordeaux, c'est de demander au préfet qui a confirmé qu'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public.
le plus grave, ce n'est pas que j'ai le droit de m'exprimer dans des salles privées, c'est qu'on ne donne pas le droit de m'exprimer dans des salles publiques, déjà. Ça, c'est le plus grave. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est que je devais m'exprimer ce soir au Blanc-Ménil, et puis ça a été posté samedi dernier, et ça a été rendu public lundi matin, descente de police pour faire fermer cette salle privée, sous prétexte des questions de sécurité. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de faire taire. Alors moi j'ai une petite question à tous ceux qui aujourd'hui, comme cette élue ou cette représentante des radicaux de gauche et qui va partout dire que je suis le pire des pires et puis que mon propos est ambigu. D'abord, s'il y a une attitude républicaine, s'il y a une attitude de justice et s'il y a une attitude de démocratie, ce n'est pas d'abord de m'interdire de parler et de faire en sorte que je ne puisse m'exprimer nulle part dans ce pays. C'est le seul pays au monde dans lequel je ne peux pas m'exprimer de cette façon-là et vis-à-vis duquel on est en train d'essayer de diaboliser la personne. Donc déjà, il y a un principe républicain. Le principe républicain, c'est la liberté d'expression et je ne peux pas concevoir, en l'occurrence, que cette réalité-là soit jetée par pertes et profits. Au nom de quel principe? Deuxième élément, mes propos ne sont pas clairs, Monsieur Juppé, mais donnez-moi une citation d'un texte que vous auriez lu, donnez-moi un élément sur un propos public que j'aurais tenu qui n'est pas clair. Si votre référence c'est Caroline Fourest, soit dans son livre « Il y a 224 fautes factuelles » et je l'ai dit et répété. Si votre référence ce sont les renseignements généraux, ils me renseignent très très mal parce qu'ils viennent à toutes mes conférences et toutes mes conférences sont publiques. Qu'avez-vous entendu et qu'avez-vous lu qui soit contraire à la République et qui ne soit pas ambigu? J'ai toujours été clair et je continuerai à l'être, Monsieur Juppé. Vous êtes un candidat à la présidence de la République. Ne faites pas votre opinion sur ce qu'on vous dit, de ce que quelqu'un a dit sans le vérifier. Et surtout, ne soyez pas et ne tombez pas, vous comme tous les autres, tous les médias ou tous les journalistes ou tous les intellectuels, sous une espèce de coupe d'une sorte de terrorisme intellectuel. La France est sous occupation, on n'y réfléchit plus librement, on doit être dans une sorte de moule. Il n'y a plus d'esprit critique. Ceux qui passent à la télévision, ceux qui n'y passent plus, ceux qui sont dans une sorte de moule et les vraies questions ne sont pas posées. Et moi, je continuerai à vous les poser. D'abord en disant qu'il n'y a rien dans la tradition musulmane qui s'oppose au fait de respecter toute la loi française et de demander à ce qu'elle soit respectée, cette loi, et appliquée de façon égalitaire. De la même façon, de dire aujourd'hui que ça suffit en France d'islamiser tous les problèmes sociaux et que le vrai problème, vous étiez aux affaires en 2005, quand il y a eu toutes ces émeutes, et en l'occurrence également Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui a été fait depuis pour qu'on vienne nous donner la leçon sur nos propos ambigus? Qui est-ce qui a une politique ambiguë ou qui n'a pas de politique aujourd'hui sur la question sociale? Parce qu'il n'y a pas d'échec de l'intégration de l'islam en France ou du culturel. Ça, ce sont des propos qui ne tiennent pas. L'échec, c'est la politique sociale, l'absence de politique sociale. Et donc, en l'occurrence, ici, il faudrait que les choses soient extrêmement claires. C'est ce propos que je tiens avec clarté et que j'ai répété et que je répéterai. La seule attitude républicaine, M. Juppé, maire de Bordeaux, comme de ceux qui sont à Marseille ou ailleurs, plutôt que de m'empêcher de parler, ce serait de venir écouter, de venir voir si effectivement ce que je dis aux Français de confession musulmane, et à tous les Français d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de Français qui ne sont pas de confession musulmane, qui viennent écouter ou qui sont sur les réseaux sociaux, venez, ayez une attitude républicaine, du débat démocratique. S'il y a quelque chose à confronter, venez le faire. S'il y a quelque chose à relever qui soit positif, venez le dire, plutôt que d'être sous cette coupe où les médias répètent à l'envi des choses qui sont fausses, qui sont des mensonges caractérisés, ou qui sont des choses qui tronquent mes positions, qui sont on ne peut plus claires que cela, en fait. Je vous enverrai à la mairie de Bordeaux, comme aux mairies qui m'empêchent de parler, je vous enverrai un ou deux de mes livres pour que vous puissiez lire dans le secret, loin de ce terrorisme intellectuel auquel on assiste aujourd'hui en France et qui ne permet pas la pensée critique, et en particulier quand elle pose un certain nombre de problèmes de façon claire et qu'elle dit aussi les responsabilités, dont en l'occurrence, je dis et je répète que les Français de confession musulmane, les Européens de confession musulmane, les Occidentaux de confession musulmane, tous les musulmans à travers le monde ont énormément de travail à faire. Ils sont les premiers responsables de leur situation et je ne joue pas et je n'ai jamais tenu un propos de victime. Si ce texte ou si ce propos-là n'est pas clair, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que c'est mon propos qui n'est pas clair
Ou est-ce que c'est les oreilles qui l'entendent, qu'il ne veut pas entendre parce qu'elles veulent être sourdes ou parce qu'elles ont une double audition, ou voire même une triple audition, comme je ne cesse de le répéter. Voilà, mon invitation, elle tient. Je serai à Bordeaux et j'invite les responsables politiques à venir écouter, à entendre ce qui est dit et qui sera exactement ce que je dis en arabe, en anglais, en France, en Angleterre, en Afrique, dans le monde arabe et partout à travers le monde. Le même discours, mais pas toujours les mêmes oreilles. Bonne journée et que la paix soit sur vous.